Dans le cadre des rencontres du CRD, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Philippe Fabry pour la présentation de son ouvrage « De l'enfant placé à l'enfant confié », paru aux éditions Les Presses de Parmentier et l'Harmattan, dans la collection Recherche en Action. Bonjour Philippe, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Alors, j'ai été pendant plusieurs années éducateur spécialisé. Je me suis formé ici à l'IRTS au début des années 80, donc c'est pas tout jeune. J'ai commencé à travailler en 1975. J'avais déjà une expérience d'éducateur avant de me former ici. Et puis j'ai longtemps travaillé en protection de l'enfance, foyer pour adolescents, foyer d'accueil d'urgence, et puis 10 ans dans un accueil familial. Et en parallèle à cette expérience de terrain, j'ai tout le temps fait des formations que j'ai continué quand je suis devenu formateur, ce que j'ai fait pendant 20 ans ici. Alors, ces formations, elles étaient d'abord, après mon diplôme d'éducateur, très inscrites dans la psychologie, la psychanalyse plus précisément. Et puis, ensuite, j'ai eu des formations approfondies en approche systémique pendant 3 ans, puis j'ai continué des formations dans ce domaine-là. Et donc j'ai fait une maîtrise en sciences de l'éducation dans le cadre d'un diplôme supérieur au travail social. Puis j'ai repris plus tard des études pour faire un DEA, on dirait master de maintenant en sociologie. Puis j'ai refait en tant que formateur pas mal de formations avant de faire un doctorat en sciences de l'éducation. Et le livre reprend en fait une partie de ma thèse. Et donc en gros, j'ai expérimenté 3 métiers que j'ai essayé de faire dialoguer. Travailleur social de première ligne, formateur, chercheur. Et j'essaye à chaque fois que les questions que j'aborde dans la recherche viennent à chaque fois d'énigmes vécues sur le terrain. Alors, dans votre ouvrage, on voit bien un processus qui se dégage du titre, de l'enfant placé à l'enfant confié. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire quelle est la différence entre placement et confiage? Alors, dans le placement, on est dans le provisoire. En France, on peut placer un enfant provisoirement 18 ans, on peut même prolonger ça jusqu'à 21. Et on sait que le provisoire abîme les enfants. Il y a plein de travaux qui sont assez précis là-dessus. Et dans le confiage, l'enfant, il est confié à des parents d'éducation. Et quand ça se passe bien, se développe une adoption temporaire d'éducation. C'est-à-dire que tant que tu grandis chez moi, je me comporte pour toi comme un père. Et tu peux m'appeler papa d'ailleurs, ça n'a pas d'ambiguïté, je suis un papa pour toi. Ça ne t'empêche pas d'avoir un père. Et dans la pluriparentalité, en fait, on accepte que l'enfant d'un côté ait ses parents, qui ont une place irremplaçable, mais qu'il y ait d'autres parents d'éducation qui ont des droits, parce que pour faire son boulot de parent, il faut avoir un certain nombre de droits. Et donc, dans les sociétés de confiage, on voit que ce qui donne l'autorité aux parents, c'est qu'on leur a confié l'enfant. Il n'est pas placé provisoirement avec quelqu'un d'inconnu qui débarque dans la vie de tout le monde pour dire finalement non, on ne vous le confie plus. Le placement, il est provisoire pour tous, pour les adultes qui reçoivent et pour les enfants qui sont confiés. Alors, dans sa préface, Gilles Séraphin, qui a été votre directeur de thèse, nous dit que votre ouvrage est un aboutissement. Pouvez-vous nous dire en quoi et pourquoi? Parce que, en fait, déjà j'ai mis de nombreuses années à faire cette thèse. D'abord parce que quand on travaille à plein temps, et parfois plus qu'à plein temps, faire une thèse en même temps, ça relève quand même un peu de l'exploit. Ça veut dire, à certains moments donnés, renoncer à des week-ends, à des vacances, puis avoir l'esprit qui est pris en partie par ce petit moulin qui ne s'arrête jamais, qui est celui de la recherche. Et ça m'a pris du temps, mais il y a, après coup, on peut le dire, un fil conducteur. C'est-à-dire qu'il y a des questions que, si je reprends ce que j'ai dit précédemment, que j'ai travaillé comme éducateur, comme formateur, comme chercheur. C'est là qu'il y a une certaine unité. Et pour préciser un peu ça, j'ai toujours été intéressé par réfléchir aux échecs. Qu'est-ce qu'on apprend des échecs? Par exemple, dans mes formations, j'avais beaucoup appris à être avec les parents. Et dans le placement familial, j'ai médiatisé des visites pendant 10 ans et on a appris à humaniser ces visites, à passer du temps parents-enfants ensemble, à faire que on travaille vraiment sur le cœur des problèmes à l'origine du placement. Et malgré toute notre bonne volonté, on était très bien équipés, psychiatres, médecins, psy, éducateurs très bien formés,
EJE, AS, enfin une équipe vraiment au travail, et bien, malgré tout, les gens associés aux familles d'accueil faisant, elles, un travail encore plus fort, on va dire, hein, parce que quand un enfant va mal, ça envahit toute la vie, la famille d'accueil, et bien, malgré tout ce travail collectif, j'ai vu des désastres. C'est-à-dire, certains enfants, plus on travaillait avec les parents, plus ils souffraient. Et je me suis dit, il y a quand même à réfléchir à une limite du soutien de la parentalité, c'est-à-dire c'est en tension avec le droit de l'enfant, avoir un minimum de sécurité. Et des parents peuvent être, avec les meilleures intentions du monde, très insécurisants. Hein, un parent qui, pour dire je t'aime à son enfant, dit mais t'installes pas dans ta famille d'accueil, je vais te reprendre, alors qu'il ne peut pas reprendre l'enfant, ou mal, eh bien ça attaque en fait la sécurité de l'enfant. Et il y a certains parents qui peuvent être très enfermés dans l'enfant m'appartient, il n'est pas à vous, dans l'attaque en permanence de la sécurité de l'enfant. C'est des parents, on ne peut pas les juger, ils sont enfermés dans les troubles, ils ont des vies cabossées. N'empêche qu'à un moment donné, la question qui en résulte, c'est jusqu'où on soutient la parentalité quand la relation, l'enfant nous le montre, est trop destructrice. Et donc, c'est à partir de ces échecs que j'ai beaucoup réfléchi. Hein, et j'ai vu, on n'est pas seul au monde à avoir ces problèmes-là. Comment font les pays voisins? Donc il y a une vaste enquête internationale pour voir comment on fait dans le monde anglo-saxon, comment on fait dans les pays voisins, notamment en Suisse et en Belgique. Hein. J'ai trouvé les pays francophones intéressants parce que par le Québec, on a accès au monde anglo-saxon. Ils sont très inscrits dans la protection de l'enfance anglo-saxon, ils traduisent beaucoup de textes anglais. Les Suisses ont un accès assez fort au monde germanique, les Belges ont un accès très fort au monde néerlandophone, et par là on arrive à pouvoir réfléchir à comment font les uns et les autres, et je dirais que ça m'a aidé à découvrir la France. C'est-à-dire que moi qui pensais bien la connaître, j'avais quand même travaillé un paquet d'années dedans, il a fallu que j'aille à l'étranger pour me poser les questions qui sont au cœur de ma réflexion pour cette thèse et ce livre. C'est-à-dire, comment on peut placer un enfant provisoirement 18 ans, comment on peut masquer le délaissement parental à ce point-là, puisque les jeunes qui sortent de l'ASE à l'âge adulte, la moitié dit « je ne peux pas être aidé par mes parents », un quart ne les voit plus. Comment on peut masquer le délaissement parental comme ça? Pourquoi les familles d'accueil françaises ont si peu de pouvoir, alors qu'on voit dans les pays voisins, elles ont du pouvoir. Elles sont associées aux décisions, elles ont le droit de faire appel des décisions. Pourquoi nous, elles n'ont pas voix au chapitre? Le juge des enfants les reçoit quasiment jamais. Pourquoi on fait une telle pression sur les professionnels pour pas qu'ils s'attachent aux enfants? C'est très français en fait, et ce qui est curieux, c'est que quand j'étais très français, à pas comparer, je ne me posais pas ces questions. Voilà, c'est des choses aussi, je pense que les professionnels, quand ils s'initient à la recherche, peuvent faire remonter à des chercheurs beaucoup plus expérimentés, finalement, dire il y a des questions de terrain qui émergent du terrain qui ne sont pas assez travaillées par les chercheurs, et c'est bien qu'il y ait des passeurs entre les chercheurs, les formateurs et les travailleurs sociaux. Alors justement, dans votre ouvrage, on trouve une critique du système actuel, critique qui est nourrie, on a pu le voir, par la comparaison de l'existant à l'international, avec l'exemple de la Belgique ou du Québec, mais aussi par une approche historique, anthropologique et même juridique. Alors, pouvez-vous nous dire les réponses que vous apportez, parce que vous critiquez, mais c'est une critique constructive. Oui, alors déjà, c'est une critique, comme je vous le dis, moi j'ai toujours l'idée qu'on n'améliore pas le système si on ne cherche pas ce qui cloche. Hein, bon. Mais quand j'ai un vaste écho chez les gens qui critiquent le système de façon à mon avis excessive, je nuance toujours en disant attention, il ne faut pas oublier que si on travaille sur ce qui ne va pas, il y a aussi un travail social qui va bien, et malheureusement, quand il va bien, il est invisible. Hein, et j'aimerais bien qu'on sache plus, nous les travailleurs sociaux, rendre compte de ce travail invisible qui fonctionne. Hein. L'art qu'il y a pour nouer la confiance avec des gens qui sont très enfermés dans le refus d'une relation d'aide, la ténacité parfois pour tenir le lien, enfin, il y a un travail social qui fonctionne bien, qui est invisible. Donc mes critiques, il ne faut pas les prendre comme une critique généralisée du système. Hein. C'est plutôt de dire qu'il y a des problèmes qui tiennent moins aux personnes parce qu'il y a un nombre extraordinaire de gens engagés en protection de l'enfance. Mais il y a beaucoup aussi de gens engagés qui se découragent d'un système qui est devenu trop bureaucratique, trop complexe, trop contradictoire.
le droit français est tellement compliqué qu'on a besoin de juristes expérimentés qui disent « Oh là là, cette question-là, je ne peux pas vous répondre, j'attends la jurisprudence. » Quand des juristes expérimentés disent « Je ne peux pas répondre, j'attends la jurisprudence », on se dit là, on a atteint un niveau... Et quand on compare avec le droit des pays voisins, il est beaucoup plus simple, il est plus clair, il est plus facile à expliquer aux parents notamment. Hein. Il ne confond pas les objectifs avec la réalité. Hein. Nous, on a un objectif excessif. On voudrait que tous les enfants puissent tous vivre avec leurs parents. C'est gentil, mais quels moyens on met? Et puis, est-ce qu'on a conscience que ça n'a jamais existé dans l'humanité? Donc, parfois, notre système, il pêche par un excès d'ambition et un défaut de moyens. Et en psychologie, on dit, hein, ça c'est l'héritage de la psychanalyse, c'est-à-dire que si on a des ambitions très élevées et un moi faible, on déprime toujours, quoi. Hein. Donc, moi, je prêche pour que on a un droit qui soit plus simple, et je suis d'accord avec les juristes qui disent qu'il faudrait refonder la protection de l'enfance, faire un code de l'enfance. Le droit de l'enfance est éparpillé en 5 codes différents. Donc je dirais qu'il faudrait refonder en analysant qu'est-ce qui est à bout de souffle, quoi, hein. Et très nombreux sont les travailleurs sociaux, les magistrats, les psychologues qui disent c'est à bout de souffle, il faut le refonder. Dernière question, vous prenez l'importance du confiage, avec ce processus donc, du placement au confiage. Dans votre vision, quelle serait la place des familles d'accueil et quelle place pour les travailleurs sociaux? Alors, si l'enfant est confié, ça veut dire que ceux à qui on confie l'enfant ont une place parentale. Donc dans mon idée, l'idéal, c'est un peu l'esprit de la loi belge de 2017, c'est-à-dire on doit aider parents et parents d'accueil à s'entendre dans l'intérêt de l'enfant. Et pour moi, c'est un grand rôle des travailleurs sociaux qui est des médiateurs dans cette affaire. C'est-à-dire, si le projet de vie de l'enfant, c'est que pour une durée assez longue, il ne pourra pas vivre avec ses parents, il faut quand même que l'enfant puisse avoir des parents d'éducation, mais en même temps qu'il puisse comprendre pourquoi ses parents ne peuvent pas l'éduquer et qu'il puisse aussi recevoir du bon de ses parents. Il y a des parents, ils ne peuvent pas éduquer leur enfant, ça ne les empêche pas d'aimer leur enfant. Et quand on ne prend pas toute la place, quand on défend leur place, ça c'est Michel Lemay qui le dit pour le Québec, les parents qui voient qu'on protège leur place, ils acceptent une pluriparentalité. Alors pas tous, mais beaucoup. Et une des conclusions de mon livre, c'est de dire que dans la réalité, ça existe déjà. Ça existe déjà dans la réalité. Il y a déjà en fait des parents et des parents d'accueil qui s'entendent dans l'intérêt de l'enfant. C'est discret, c'est invisible, mais ça fonctionne. Merci beaucoup Philippe Fabry. Merci. Alors, pour aller plus loin, nous vous invitons à suivre le débat autour de l'ouvrage. Philippe Fabry y répondra aux questions de Nelson de Souza, documentaliste à l'IRTS Parmentier, Ophélie Théodon, éducatrice spécialisée, mais aussi docteur en sciences de l'éducation, psychologue clinicienne, formatrice en travail social, désormais attachée de recherche à l'IRTS Parmentier, et enfin Sabine Johannes, psychologue clinicienne et formatrice petite enfance à l'IRTS Parmentier.